Il est 14h46. Merci encore d'être là. C'est la chef, par exemple. Et comme à tous les lundis, je vais aller rejoindre Kim Baudouin, avocate en droit de la famille. Kim est avec moi. Salut, Kim. Salut, Rock. Kim. Aujourd'hui, le sujet, il me semble que c'est un sujet qui prête à confusion parce qu'on connaît des unions libres, on connaît des mariages. Et là, tu veux me parler... Puis des mariages, il y a des conséquences légales au mariage. Et aujourd'hui, tu veux me parler des contrats de mariage. C'est quoi ça, un contrat de mariage? Bien, un contrat de mariage, c'est un document qui se signe juste devant notaire, principalement avant le mariage, mais il peut se signer aussi après le mariage. Et puis, c'est dans lequel on décide si on se marie en séparation. D'habitude, c'est pour se marier en séparation de biens. Donc, on signe une entente entre les futurs époux et on dit tous les biens là qui font pas partie du patrimoine familial vont demeurer les biens de la société. Ça ne sera pas une société d'acquêt, ça sera la séparation des biens, qui veut dire ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, puis tu toucheras pas à mes choses. OK. Si je comprends bien, peut-être tu vas me contredire, mais si je comprends, ben, premièrement, ça prend un mariage. Tu peux pas signer ça. Tu peux pas signer ça dans une union libre, parce qu'on va appeler ça autre chose qu'un contrat de mariage. On va appeler ça un contrat de vie commune. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on signe pas ça, il y a un régime matrimonial qui s'applique. Automatiquement, lorsqu'on se marie au Québec, on se marie en séparation, en société d'acquêt. Ce qui veut dire, dans le fond, l'argent qu'on accumule ensemble, pas que ça devient, ça veut pas dire que les biens qu'on a accumulés, on les partage, mais la valeur de ces biens-là devient partageable. OK. Parce que c'est pas la même chose. Hein? Moi, je suis propriétaire d'une entreprise. Je me sépare. Mon conjoint ne va pas devenir la moitié propriétaire de cette entreprise-là. Il a le droit à une valeur. C'est ça. Par rapport, donc ça, c'est la norme. Si tu veux te dissocier de la norme, tu signes un contrat de mariage qui est en séparation de biens. C'est ça. Et puis, au Québec, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs, là, on dit là, du Québec là, qu'on est la province la plus intéressante pour les gens d'affaires. De loin, parce que ici au Québec, si on se marie sans contrat de mariage, c'est comme tout le monde ailleurs. Par contre, si on se marie avec un contrat de mariage, les gens d'affaires sont de loin avantagés. Pourquoi je dis les gens d'affaires? Bien, parce que d'habitude, c'est eux qui peuvent accumuler le plus de biens. Quand on est fonctionnaire, on a notre revenu et puis c'est à peu près tout. Là, on n'accumule pas une grosse, beaucoup de biens. Mais à titre de personnes d'affaires, on a notre entreprise. Notre entreprise vaut beaucoup d'argent des fois. Et puis, c'est là où c'est intéressant de dire, minute, on se marie. Avant de se marier, on va signer un contrat de mariage. OK. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, moi, j'ai une business, ABC Incorporé. Moi, je sais pas, je lave des vitres, OK? Fait que ABC Incorporé, j'ai un bon chiffre d'affaires. Je rencontre une blonde, je la fréquente, puis je décide de me marier. Mon entreprise roule depuis très longtemps. Je décide de me marier, et là, on signe un contrat de mariage, puis notre union dure 10 ans. Le business va continuer à rouler. On se sépare dans 10 ans. Qu'est-ce qui arrive? Elle a le droit à 0 pin bar sur le profit de la business. Elle n'a pas le droit n'importe quoi qui ne rentre pas dans la société d'acquêt, elle n'y a pas le droit. C'est certain. Et puis, dans une autre chronique, Rock, je vais te parler de d'autres mesures qui peuvent être prises pour être compensées pour un apport qui aurait eu lieu. Mais au niveau de la société d'acquêt, elle n'existe pas. C'est en séparation de biens, qui veut dire que les acquêts, la business, là, n'est pas partageable. Même si on a vécu ensemble comme mariés pendant 10 ans et la business a progressé pendant 10 ans, il n'y a aucune plus-value qui est partageable. Bien, c'est ça. Et puis, toi, tu as donné l'exemple, Rock, ça fait des années que je fonctionne avec cette entreprise-là, je me marie. Prenons la situation, c'est un jeune couple. Tous les deux, ils sortent des études. Monsieur, il est dentiste et puis madame, elle travaille dans une garderie. Oui. OK? Mais monsieur, il ouvre son cabinet de dentiste après le mariage. Mais ils ont signé un contrat de mariage.
son cabinet de dentiste fonctionne très bien, puis il y a des employés, puis tout ça, puis il y a un chiffre d'affaires là dans les millions. Puis ce chiffre d'affaires-là, puis madame, elle, ce qui est arrivé, c'est qu'en fin de compte, elle est restée à la maison parce qu'elle a eu 4 enfants. Puis elle est restée à la maison. Est-ce qu'elle a une part dans l'entreprise de monsieur? Pas du tout. Mais l'entreprise vaut des millions de dollars, tu vas me dire, Kim, c'est pas juste. Bien, on a signé un contrat de mariage. Puis dans ce contrat de mariage-là, ils ont dit on gardait chacun nos affaires. Fait que madame ait rien du tout comme affaires, puis que monsieur, lui, ait des millions, le contrat de mariage prime. D'accord. C'est ça qui est important. Et là, dans le cas précis, monsieur dentiste, madame en garderie, reste à la maison, ils ont eu 4 enfants, ils signent un contrat de mariage en séparation de biens, ça pète 10 ans plus tard, madame n'a rien de la business, monsieur garde le business. S'il y avait, même chose, il ouvre son cabinet, il se marie, mais il signe pas de contrat, là, par exemple, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout parce que là, on va regarder la valeur de l'entreprise. Puis monsieur va devoir de l'argent parce que les actions de cette entreprise-là ont une valeur. Ouais. Fait qu'il va devoir cet argent-là à madame. Mais ça doit être difficile, comme pour les couples, là, d'arriver à décider d'avoir un contrat de mariage, privant ainsi le conjoint de plusieurs sommes plusieurs sommes d'argent. Tu le dis très bien, parce que ça prive un conjoint des avoirs de l'autre. C'est sans aucun doute là la partie là, la plus négative de tout ça. Avant, c'était très populaire. Avant les années 70, même que la plupart des gens qui se mariaient lorsqu'ils se mariaient au Québec, se mariaient avec un contrat de mariage. Même des gens qui n'en avaient pas du tout besoin. D'accord. Ils choisissaient parce que c'était ce qui était à mode. Ils allaient voir un notaire puis signer un contrat de mariage. Puis à l'intérieur de ce contrat de mariage-là, il y avait des donations entre vifs et des donations à la mort. Mais ça, les donations, ils n'existent plus vraiment. Pourquoi? Parce que le Code civil est venu un peu remplacer les donations parce que, premièrement, les annuler, parce que lorsqu'il y a un divorce, les donations sont annulées, deviennent caduques. Donc, la donation n'a plus lieu d'être. Fait que ça tient plus la route. Et puis, ça devient très difficile après ça, aujourd'hui, d'expliquer pourquoi qu'on devrait avoir un contrat de mariage. Mais encore, je te dirais, 3% des mariages moins de 10 en tout cas, des mariages qui ont lieu avec un contrat de mariage. Mais pour une personne en affaires, c'est très intéressant. Une des façons qu'ils vendent, c'est en disant, mais ça va nous protéger parce que si l'entreprise ne fonctionne pas bien, ça touchera pas tes avoirs à toi. C'est vrai. Il me reste moins d'1 minute, juste pour bien saisir la nuance. Ce que tu nous expliques, c'est la situation au Québec à cause du Code civil. Si tu te maries en Ontario, si je comprends bien, tu n'as pas ce choix-là. Il n'y a pas le choix entre séparation de biens ou en société d'accueil. C'est pas ça du tout que je te dis. Ce que je te dis, c'est que l'Ontario, eux autres, ils vont être obligés de dire, ils vont regarder, lorsque tu as signé ce contrat de mariage-là, est-ce que tu as eu un conseiller indépendant qui est venu te dire, t'expliquer comment ce contrat de mariage-là pourrait te nuire? Nous, au Québec, on ne regarde pas ça. Le conseiller qui va regarder ça, c'est le notaire. Il va informer les deux personnes. Il est supposé d'être indépendant. Il va conseiller les deux. Donc, la jurisprudence, elle est claire. Ça ne prend pas au Québec un conseiller indépendant, alors que dans d'autres provinces, la loi stipule même, puis je te donne l'exemple de la Colombie-Britannique où ça dit ça prend un conseiller indépendant. Excellent. Merci beaucoup, Kim. À la semaine prochaine. Bye. OK, bye. Kim Baudouin, évidemment, avocate en droit de la famille. Vous entendez ça, cette petite musique-là? Ça veut dire que c'est tout pour moi. Hein? Ça a été pas pire aujourd'hui. Je passe à travers. Je vous retrouve demain pour un autre. Solide comme le rock. OK, bye.